Bonjour à toutes et à tous, simulation avec LTSpice, je vous propose dans cette vidéo de voir comment on peut faire varier la valeur d'un composant. Et on va voir ça sur un cas concret. Le cas concret, c'est celui d'un diviseur de tension sans charge pour commencer. Quand je considère le diviseur de tension sans charge, on a un schéma ici qui le représente. On dispose d'une tension V1 d'entrée, un jeu de deux résistances R1 et R2, et on sort au niveau de R2. L'expression théorique, elle est donnée par V sortie égale R2 sur R1 plus R2, que multiplie V1 la tension d'entrée. Donc on voit qu'au numérateur, ce qu'on retrouve, c'est la résistance qui apparaît à la sortie. Bien, cette relation, elle fonctionne correctement, évidemment, avec un schéma comme celui-ci, schéma pour lequel la résistance R2 est toute seule à l'endroit de la connexion de la sortie. Alors maintenant, on s'intéresse à ce qui se passe dans la mesure où on vient ajouter une résistance R3 en parallèle à R2. Donc R3 apparaît donc comme une résistance de charge connectée sur le diviseur de tension. Avec l'exemple qui est proposé ici, ce que vous voyez, c'est que si je connecte une résistance R3 de même valeur que R2, la tension de sortie s'écroule et passe à 2,5 volts. Bon, c'est tout à fait attendu, puisque R2 parallèle à R3, ça donne une résistance équivalente de 10 kΩ, avec laquelle je peux appliquer le diviseur de tension, cette résistance de 10 kΩ. On a 10 kg globalement ici, et par conséquent, on divise effectivement par 2 la tension. Bien, tout ça, ça nous montre que l'expression de ce diviseur de tension, bien, elle est valide si je ne connecte rien en parallèle de R2, ou à la limite si je connecte quelque chose, mais dont la valeur a été choisie suffisamment élevée, de façon à ce que le courant dans la branche de R2 soit dominant par rapport au courant qui sera présent dans la branche R3. C'est ce que je vous propose de voir avec la simulation, en faisant varier donc une résistance de charge. Donc sur le simulateur, donc je vous rappelle, ici on s'est contenté donc de faire la simulation du diviseur de tension. On va maintenant ajouter une résistance de charge. Donc pour ça, j'effectue une copie de la résistance R2 et j'ajoute comme ça ma résistance R3 en parallèle. Donc on la relie. Donc comme ceci. Donc là, si on lance la simulation, on retrouve donc ce qui apparaissait dans le diaporama tout à l'heure, avec donc une valeur de 2,5 volts à la sortie. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de montrer que la résistance R3 a un impact sur le diviseur de tension. Et ici, clairement, on est passé de 3,33 volts en sortie à 2,5 volts en ajoutant la résistance R3. Alors pour continuer cette étude, on va maintenant ici modifier la valeur de R3. Et cette valeur, on va la remplacer par un paramètre que je vais noter R. Et pour pouvoir utiliser un paramètre représenté par la variable R, je dois placer la variable R entre accolades pour représenter la valeur du composant. Donc comme ceci. Et on va maintenant donner une valeur à ce paramètre R en ajoutant une directive SPICE. Donc cette directive SPICE, dans un premier temps, je vais utiliser une directive de type .param, comme ceci, que je vais positionner à cet endroit-là. Alors pour le moment, je n'ai rien spécifié concernant R. Pour pouvoir spécifier une valeur, on retourne sur le .param, on effectue un clic droit, et là on fait apparaître donc, le .param statement qui nous permet de fixer la valeur de différents paramètres. Le premier paramètre pour nous, c'est R, et la valeur, on va remettre 20K. OK. Donc là, pour le moment, on a choisi un paramètre dont la valeur est fixe, et si je relance la simulation, évidemment, ça ne change rien à ce qu'on avait précédemment. À noter que ce paramètre R, on pourrait tout à fait l'utiliser sur différentes résistances qui auraient pour même paramètre. Bien, alors à partir de là, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir l'impact de la résistance de charge R3 sur le comportement de mon diviseur de tension. Et pour ça, on va maintenant ajouter la possibilité d'effectuer une simulation
paramétrique avec une évolution du paramètre. On retourne sur le point hop ici, l'outil Spice Directive, et on ajoute une directive de type .step. C'est directive .step. Hop, je vais la mettre avec la liste de mes directives ici. On effectue un clic droit en allant sur le .step. Et ici, on va maintenant pouvoir éditer donc, le comportement de cette directive .step que l'on va appliquer au paramètre R. La nature du balayage, je vais commencer par linéaire et puis après on verra qu'on peut effectuer un balayage plutôt par décade et que ce sera plus intéressant. Alors on va démarrer par exemple à 100, on va aller de 1 kg à 1 kg et puis on va aller comme ça jusqu'à 1 méga. Pardon, c'est dans l'autre sens, hein. La valeur de fin, ce sera 1 méga et le pas, incrément, ce sera 1 kg. On va de 1 kg à 1 kg. OK. Bien, à partir de là, je peux lancer la simulation. Et cette fois-ci, on voit que le logiciel effectue un balayage, il effectue plusieurs simulations. Donc là, on a vu défiler l'axe des abscisses, on a vu les valeurs évoluer progressivement. Ces valeurs, elles correspondent à l'intervalle des valeurs possibles pour R. D'ailleurs, si j'effectue un clic droit, je vois qu'effectivement, ce qui est représenté sur cet axe-là, c'est R, qui part donc de 100 à 1 méga. C'est effectivement ce qu'on a choisi comme limite pour la simulation. Il faut maintenant choisir de représenter un signal. On va évidemment représenter le signal de sortie en mettant la sonde sur le signal de sortie. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors ce qu'on obtient, c'est très clair. Hein. À partir du moment où on se trouve dans cette zone-là, la résistance de charge R3 est très grande devant la résistance R2 sur laquelle on sort sur le diviseur de tension et ça ne modifie pas la sortie. En revanche, quand la valeur devient plus faible, le courant dérivé dans R3 devient de plus en plus important et par conséquent, la présence de ce courant qui est prélevé a un impact sur la tension de sortie du diviseur. C'est tout à fait logique, si on fait une étude complète, c'est effectivement ce qu'on verra apparaître. On peut ajouter une représentation différente en choisissant de visualiser tout ça de façon logarithmique. Ça va permettre de voir plus finement ce qui se passe dans le coude. Hop, comme ceci. Là maintenant, quand je choisis une représentation logarithmique, eh bien effectivement, je vois beaucoup plus finement ce qui se passe dans toute cette partie-là, lorsque les problèmes, entre guillemets, commencent à apparaître. C'est-à-dire lorsque la relation du diviseur de tension appliqué uniquement avec R1 et R2 n'est plus valable, puisque R3 intervient. À noter que quand on procède comme ça, le fait qu'on ait mis un pas de 1 kg pour le pas d'évolution de la résistance, ça a un impact. C'est que dans toute cette partie-là, on a quelque chose qui n'est absolument pas lissé, et puis après, on a énormément de points au contraire. Alors c'est souvent qu'on a besoin de faire une représentation comme ça sous forme de décade sur un composant, et à partir du moment où on travaille avec des décades sur le composant, il vaut mieux avoir ici un balayage qui se fait également en décade. Donc je vais donc retourner sur le point param, ici, et par un clic droit, on va venir modifier la façon dont on effectue le balayage, et on va choisir plutôt un balayage par décade. Donc c'est un balayage qui permet d'avoir une évolution logarithmique des valeurs. On va partir de 100 à 1 méga toujours, et on va décider de prendre 6 valeurs par décade. Ça va nous donner des résistances qui seront très semblables à ce qu'on obtient avec la série E6 des résistances, la série normalisée E6. Puisque cette série normalisée, elle est construite justement sur une échelle logarithmique. Alors, je relance la simulation. Et là, effectivement, on obtient quelque chose qui est davantage lissé, puisqu'on a à chaque fois, pour chaque décade, je vous rappelle qu'une décade, c'est quand on va de 100 à 1. Là, on a 6 valeurs. Ici, de 1 kg à 10 kg, on a 6 valeurs. De 10 kg à 100 kg, on a 6 valeurs, etc. Et d'ailleurs, ces valeurs, vous pouvez les faire apparaître en changeant la vue ici, de façon à faire apparaître les marques. Et là, on voit qu'effectivement, on a 6 marques pour l'ensemble de chacune, pour chacune de ces décades. Bien, alors, ça me permet de voir que mon
diviseur de tension se comporte correctement tant qu'on reste avec une valeur de résistance R3 qui est élevée. Dans cette zone-là, l'erreur commise est relativement faible. Et puis il arrive un moment, par exemple, où on tombe à 3 volts. Alors pour ça, je vais faire apparaître les curseurs. Je vous rappelle que pour faire apparaître le curseur, on clique sur V sortie. Et là, ça nous permet d'avoir un curseur. On va aller jusqu'à 3 volts, comme ceci. Alors, on a une fenêtre qui est apparue ici, qui nous permet de voir justement ici les 3 volts sur lesquels on se positionne. Et ça nous donne une résistance limite de 58 kΩ quand on est à pratiquement 3 volts. Bien, ça me permet de dire que si la résistance est supérieure à 58 kΩ, bien, je commets une erreur qui est inférieure à 10%, puisqu'on est passé de 3,3 à 3 volts. En deçà, l'erreur est plus importante et l'application du diviseur de tension devient d'autant plus sujet à caution, puisqu'il faut maintenant prendre en compte R3 pour effectuer le calcul. Alors, une dernière chose qui me paraît vraiment intéressante à regarder, ce sont les courants dans le circuit. Effectivement, je vais maintenant afficher les courants. Hop, courant dans R2 et le courant dans R3. Et ici, on voit clairement que à mesure que le courant dans R3 devient petit, parce que la résistance est élevée, eh bien l'intervention est moindre et c'est la raison pour laquelle on retrouve ici une tension de sortie qui reste pratiquement constante et égale aux 3,3 volts. Le courant dans R3 étant petit devant le courant dans R2, ici, courant dans R3 ici, petit devant le courant dans R2 ici, on retrouve ce qui correspond bien au diviseur de tension. Bien, donc là on a vu comment on pouvait effectuer une analyse paramétrique. Cette analyse elle est vraiment utile parce qu'elle va nous permettre de faire évoluer un composant, mais on verra qu'on peut faire évoluer plusieurs composants en même temps et obtenir un faisceau de courbes pour faire le choix d'une valeur de composant par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ge2i.fr, vous pouvez le faire. Vous y retrouverez l'intégralité du cours sur les bases de LTSpice et vous pourrez également y télécharger les schémas qui sont utilisés pour les différentes simulations de ce cours. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.